Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct reçoit aujourd'hui M. Nabil Mellah, directeur général de Mérinal, l'un des laboratoires de pharmaceutique les plus connus en Algérie. M. Mellah, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Pour m'accompagner cette semaine, à l'inverse de la semaine dernière, je vais l'annoncer, Hassan Haddouche. Hassan, bonjour. Bonjour. Toi qui voulais parler du secteur de la pharmacie depuis un moment, depuis la rentrée, on dit il faut aller vers les secteurs pour voir un peu ce qui se passe dedans. Nous sommes très bien servis aujourd'hui parce qu'avec M. Nabil Mellah, nous avons un acteur chef d'entreprise, mais aussi un ancien président de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, l'UNOP. Monsieur Mellah, on est pas loin de la fin de l'année 2015. Est-ce que 2015 a été une bonne année pour Mérinal ? Sur les éléments que l'on peut maîtriser, ça a été une bonne année. Sur les éléments qu'il nous est impossible de maîtriser, ça a été une mauvaise année. Les éléments qu'on peut maîtriser, c'est notre croissance, notre développement, notre conquête de parts de marché. Ça a été une bonne année. C'est l'essentiel. Oui, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans la rentabilité de l'entreprise aussi. Et avec ce qu'on voit en termes d'évaluation du dinar, parce qu'à contrario des autres secteurs, nous ne pouvons pas augmenter nos prix. D'un point de vue financier, ça a été une année quand même assez dure. Également, ça a été une année assez dure parce qu'il y a quelques jours, on a eu la Banque centrale qui a décidé de réduire et de diviser par 2 les capacités de financement des banques. Donc ça, on l'a subi également. Ça a été également une année difficile parce qu'il y a toujours de la bureaucratie dont on souffre et tout. En fait, si vous voulez, ça a été, on va dire, une bonne année, mais comme d'habitude, on subit l'environnement dans lequel on vit. Alors, si on peut détailler, bonne année du côté de la croissance, alors c'est quoi ? C'est la croissance du chiffre d'affaires ? Alors aujourd'hui, c'est la croissance du chiffre d'affaires, oui, mais c'est surtout le développement de la gamme Mérinal, à savoir de nos produits propres sur lesquels nous sommes propriétaires du produit. Et vous savez que la valeur est là où on est propriétaire du produit. Nous sommes positionnés aujourd'hui en termes de volume, 3e fournisseur du marché officinal en Algérie. Ça veut dire que ça prouve qu'on compte un petit peu sur le marché et nous allons mettre sur le marché environ 50 millions de boîtes sur un marché officinal qui est d'à peu près 700 millions de boîtes, ce qui fait qu'en termes de volume, on représente à peu près 8%, on va dire 7 à 8% du marché. C'est des résultats pour lesquels nous sommes très satisfaits, en sachant qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Pour nous aider à comprendre un peu l'évolution de votre trajectoire ces dernières années, vous en étiez où en part de marché, on va dire, il y a 5 ans ? Il y a 5 ans, on devait être à moins de 2% en volume, et c'était vraiment le démarrage. Aujourd'hui, tous les investissements qu'on avait mis en place, et quand je parle d'investissement, je parle surtout d'investissement humain, parce qu'on oublie souvent que c'est le principal moteur, ont porté leurs fruits. On est très content de ce qui a été réalisé. Diversification de la gamme ? Toujours diversification de la gamme, pas autant qu'on aimerait, puisqu'on a d'autres projets pour diversifier la gamme, diversifier les cibles, également aller vers plus de substitution à l'importation, vers des produits qui ne sont pas encore fabriqués localement, mais malheureusement, nous subissons toujours les misères de la bureaucratie algérienne, et des projets qu'on a depuis 4 ans n'ont toujours pas démarré. On va bien sûr en parler. En termes de chiffre d'affaires, ça fait quoi ? En termes de chiffre d'affaires, cette année, on devrait finir aux alentours de 5 milliards de dinars. J'ai pas de problème à parler de chiffre d'affaires. Je sais que vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui hésitent. Nous publions nos chiffres. Tout le monde peut y avoir accès, donc il n'y a aucun problème. Vous êtes un producteur ? On a une société d'importation qui n'importe que les produits qu'on ne peut pas fabriquer. Et sur 2 partenaires de cette société d'importation, on a 2 projets industriels en attente, qui sont toujours en attente du déblocage du foncier industriel. Vous avez une société d'importation qui est distincte de Mérinal ? Qui est distincte, exactement. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand on a commencé, tout le monde nous a pris pour des fous en 97, parce qu'à l'époque, l'Algérie importait tout, et on n'est pas passé par le stade importateur, etc. Et notre objectif, depuis 97, c'était justement d'être producteur de médicaments. C'est pour ça que dès le début, quand on s'est mis à l'importation, on a voulu séparer l'activité d'importation pour que Mérinal soit connu comme un labo producteur et non pas comme un importateur. On ne voulait pas que notre image soit, entre guillemets, polluée par des produits qui ne sont pas à nous. Alors qu'aujourd'hui, quand vous dites Mérinal, vous savez quels sont nos produits et les consommateurs connaissent nos produits. Vous employez combien de personnes ? Aujourd'hui, on compte 650 personnes qui sont la fierté de Mérinal et la raison de la réussite de Mérinal.
Alors, sur la répartition géographique. Ils ont quel profil, pardon, ces 650 personnes? Vous savez, dans l'industrie pharmaceutique, même un agent d'hygiène doit pouvoir écrire, doit pouvoir... Donc, le niveau requis est important, on est dans le secteur pharmaceutique, et il y a beaucoup de cadres. Beaucoup. Combien il y a d'un groupe. Et nous comptons également dans les actionnaires 5 à 6 pharmaciens. Donc, c'est une entreprise qui est managée, on va dire, par des professionnels du secteur. Alors, dans votre gamme, vous êtes quand même connu comme producteur, mais surtout spécialiste du générique. Est-ce qu'on peut construire une stratégie de longue durée uniquement sur ce positionnement-là? On ne peut construire une stratégie de longue durée que sur ce positionnement-là. Dès le début, on avait ce choix à faire, à savoir aller vers créer notre propre gamme, nos propres produits sur lesquels on ferait ce qu'on veut, qu'on pourrait exporter, ou alors essayer de draguer des multinationales pour avoir des produits sous licence, etc. Le chemin est plus dur parce que vous devez maîtriser tous les métiers. Marketing, promotion, industrie, etc. Et vous n'avez pas le support d'une multinationale pour vous accompagner. En revanche, d'un point de vue liberté, pérennité, vous êtes maître à bord. Ça veut dire que vous ne dépendez pas des bons vouloirs d'une multinationale qui dépend souvent de facteurs mondiaux, et un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars qui peut être important pour une entreprise algérienne, pour une multinationale qui réalise 15 à 20 milliards de dollars, ça peut être peanuts. Ils peuvent du jour au lendemain l'abandonner, ils peuvent refuser de baisser leur prix lorsqu'il y a un tarif de référence, etc. C'est pour ça que ce choix a été justement dicté par la volonté de pérennité et la volonté d'être un peu plus ambitieux que le marché algérien et d'aller sur des marchés à l'export également. Alors, dans l'évolution, on va dire, dans la remontée de la filière technologique, vous dupliquez, vous faites du générique sur des molécules de plus en plus complexes. J'imagine, parce que, voilà, depuis le temps, vous avez accumulé une connaissance qui vous le permet. Je vais vous dire une chose. Il faut pas être naïf. On a souvent eu on va dire, ce mythe comme quoi c'était une technologie inaccessible et qu'il fallait absolument être avec des multinationales pour les maîtriser, etc. Mérinal, c'est 100% d'Algériens, et tous les gens qui ont fait les développements, etc., c'est des Algériens. La technologie aujourd'hui s'achète. Les gens peuvent être formés. Évidemment, il y a un certain niveau de technologie sur lequel il faut avoir un accompagnement et sur lesquels on n'est pas encore prêt, etc. Mais sur tout ce qui est notre spécialité, à savoir tout ce qui est forme sèche, que ce soit comprimé, gélule, sachet, à ce jour, nous n'avons jamais eu de problème de technologie en termes de développement. De plus en plus d'entreprises se spécialisent dans l'accompagnement et la vente de technologies, et c'est justement l'un des critères à l'époque qu'on revendiquait en termes d'IDE, c'est que ces critères devaient faire un réel apport de technologie, non pas une technologie qu'on peut acheter dans 20 pays, ou alors ouvrir des parts de marché à l'exportation pour les entreprises. Vous voulez dire que ce n'est pas le cas avec les investissements en IDE qui ont eu lieu dans votre secteur ces dernières années? Aujourd'hui, honnêtement, les investissements dans l'IDE dans le secteur pharmaceutique, ce sont des investissements qui ont beaucoup plus été poussés par la préservation de parts de marché plutôt que par la volonté de faire de l'Algérie un hub ou un pôle d'export ou un pôle de biotech, etc. Ce qui est légitime. Les multinationales ne sont pas là pour faire le bien de l'Algérie, elles sont là pour défendre leurs intérêts. C'est à nous de les pousser pour faire ça. Mais il faut dire également à leur décharge que l'environnement des affaires en Algérie est très compliqué pour mettre en place, par exemple, un hub Algérie pour exporter. Je vous donne un exemple. On a été sollicité par des partenaires pour être leurs représentants en Afrique. C'est-à-dire qu'ils nous vendent à nous et nous nous occupons de tout en Afrique. C'est-à-dire s'il y a un produit qui doit être exporté vers la Côte d'Ivoire ou un autre pays, nous l'exportons. On ne peut pas le faire en Algérie. Pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas réexporter un produit importé. Et ça, c'est l'un des rares... Monsieur Mullah, on reviendra sur le secteur. Moi, je voudrais mieux comprendre votre stratégie industrielle et votre production. Votre gamme de production, c'est quoi? C'est quoi votre gamme de production? Alors, notre stratégie industrielle, c'est une stratégie qui a commencé, on a eu la chance, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens quand on a démarré, de pouvoir aborder nos investissements étape par étape. Donc notre objectif dès le début, c'était d'aller vers une grosse unité de production, et aujourd'hui on a l'une des plus grosses unités de production de forme sèche, et en intégrant les phases de production petit à petit. Aujourd'hui on les a toutes intégrées. Oui. C'est quoi la forme sèche? La forme sèche, c'est les comprimés, les gélules. Donc en 2002, je vous le dis, on a commencé avec un crédit de 622 448 dinars koweïtiens
qu'on n'a pas pu avoir en Algérie, qu'on a eu la part du FADES. Parce que les banques refusaient de nous prêter de l'argent, parce qu'on n'avait pas encore l'acte de propriété du terrain, parce qu'il était soumis à démarrage de l'investissement. Donc on a pu avoir l'argent, et 622 448 dinars quotidiens, c'est à peu près 2 millions de dollars. Les 2 millions de dollars qu'on a eu au début ne nous permettaient absolument pas de faire l'unité de A à Z. Mais comme on était parmi les précurseurs, on a pu passer par une étape de conditionnement primaire, à savoir mettre le comprimé dans le blister. Ensuite, on est passé à l'étape où on fabriquait les comprimés, on fabriquait les gélules. Ensuite, on est passé par l'étape pour laquelle on allait jusqu'à la granulation, le pelliculage. Aujourd'hui, notre volonté, c'est d'aller vers d'autres formes, injectables, sirop, pâteux, d'autres formes un peu plus spécifiques. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse démarrer nos fameux investissements. Voilà un petit peu notre stratégie industrielle. La stratégie de gamme... Vous existez depuis combien de temps? Puis, alors l'entreprise a été créée... Alors le début, le coup de feu pour aller vers la production, ça a été en 97. Entre 97 et 99, nous avons étudié, on a fait les foires, on s'est formé, on a compris un petit peu, parce qu'on ne pouvait pas recruter de pharmaciens industriels en Algérie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation. Parce que d'ailleurs, ça, c'est aussi un petit paradoxe parmi les nombreux paradoxes qu'on vit en Algérie, c'est que vous avez des pouvoirs publics qui vous disent on veut encourager la production pharmaceutique, mais en même temps, il n'y a toujours pas de formation de pharmacien industriel en Algérie. Il y a eu une promotion de master en pharmacie industrielle à Tlemcen, il y en a une deuxième peut-être en cours aujourd'hui, mais depuis, je vous le dis, je suis dans le secteur depuis 97, on n'arrête pas de dire il faut des pharmaciens industriels, il n'y en a toujours pas. Donc voilà un petit peu... Vous avez démarré en 97, hein? En 97, donc 97-99, on s'est bagarré aussi pour avoir le crédit, c'était pas évident parce qu'on n'avait pas l'acte de propriété. 99, on a pu démarrer notre investissement et c'était compliqué d'avoir des proformas, parce que les gens vous disaient à l'époque, c'était le terrorisme, faut pas oublier, Wetsmar, c'était une zone terroriste, c'est-à-dire pendant que certaines personnes n'étaient pas en Algérie, à ce moment-là, nous investissions et nous croyons en ce pays, dans lequel on croit toujours, avec quelques aménagements, et on a décidé d'aller, et il nous a fallu de 99 à 2002 pour que l'unité démarre, parce que les gens vous disaient, je vous vends la machine, mais je ne viens pas vous l'installer. Parce que terrorisme, etc. Donc il a fallu trouver les fournisseurs qui vendent la machine, qui viennent l'installer, etc., etc. Ça a pris quand même 3 ans. Il y a une chose que vous avez dit qui va intriguer un petit, va intéresser les gens. Vous avez démarré avec un prêt donc accordé par un fonds arabe. Un fonds arabe développement économique et social, ouais. Qui à l'époque était relayé par la BAD, la Banque algérienne de développement, à ne pas confondre avec la Banque africaine de développement. Et c'était un taux à 7,5% sur lesquels il nous a fallu une garantie bancaire, c'est-à-dire les banques publiques nous ont dit, pour vous prêter l'argent, non, parce que vous n'avez pas l'acte de propriété. En revanche, peut vous faire une lettre de garantie parce que le FADES exigeait une lettre de garantie d'une banque primaire en Algérie et sur laquelle on payait 2,5. Donc on avait eu un taux d'investissement de 10% à l'époque, ce qui était avantageux à l'époque. Et ça vous a suffi ce pour la montant première financier, étape, oui, mais ensuite on a acheté des équipements qui coûtaient eux seuls 622 448 dinars. Oui, alors puisque Hassan évoque les volets de financement du développement, puisque là on parle du financement du coup de feu, comme vous l'avez appelé, 97 c'est dans le contexte, vous avez continué à vous développer sur fonds propres avec les résultats que vous avez faits? Non, on a eu recours à des crédits, ensuite on a eu notre acte de propriété, donc on a pu avoir au début un petit crédit, toujours de la part de la BADR. Ensuite, encore une fois, magie de l'environnement algérien, du jour au lendemain, la Banque algérienne de développement rural, la BADR, nous a signifié qu'il ne voulait plus travailler avec nous parce que le politique avait décidé que la BADR n'allait plus financer que les projets agroalimentaires. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à la rue. On n'avait pas, à l'époque, un chèque mettait 35 jours, voire 2 mois à être encaissé. Nous n'avions pas de ligne d'escompte. C'était le démarrage. C'était une période où on était débiteurs partout. C'était une période d'enfer. Et en plus, du jour au lendemain, la BAD nous a dit, vous dégagez. Et c'est pas de leur faute, les banquiers, les pauvres. C'est des instructions politiques, exactement. Ce qui est, enfin, on va pas critiquer tout le monde l'a critiqué et ils sont revenus en arrière. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ils prennent des décisions, ils se rendent compte que c'est pas bien, ils reviennent en arrière. C'est pour ça qu'on en est là. Donc, et les seules banques qui nous ont ouvert les bras, c'est des banques privées, qui ensuite ont financé nos investissements. Donc des banques étrangères. Des banques étrangères qui ont... Je vous le dis, moi j'entends souvent les gens dire les banques étrangères ne financent pas. Depuis 2003, tous nos investissements étaient financés par des banques privées. Aujourd'hui... J'ai le droit de dire lesquelles, hein. À Radio M, il n'y a pas de problème. Au début, la première banque qui nous a accompagnés... Parce que vous avez cité la BAD, vous pouvez citer aussi les autres. Oui, c'était Société Générale qui nous a accompagnés et qui nous a accompagnés dans des investissements assez sympathique. Et aujourd'hui, on a le plan d'investissement sur les 4 projets. C'est un plan d'investissement de 35 à 40 millions d'euros. Et Société Générale, avant même d'obtenir
le dossier de crédit, nous a donné son accord de principe. Évidemment, il va falloir suivre les étapes techniques et tout, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance en nous, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux, on a de bons bilans. C'est pour dire que les banques privées, lorsqu'elles ont de bons bilans, des entreprises sérieuses, n'ont aucun mal à financer le secteur privé. Et personnellement, j'ai été infiniment plus soutenu par les banques privées que par les banques publiques. Je ne jette pas la pierre aux banques publiques. Les banques publiques adoreraient faire leur métier de banquier. Aujourd'hui, un banquier ne peut pas faire son métier de banquier à cause de l'environnement. Je parle du banquier public. Oui. Même le banquier privé, à la limite, parfois, il n'y arrive pas. Mais il est malheureux qu'aujourd'hui, notre entreprise ait été démarchée par toutes les banques privées. On est démarché tous les jours par des banques. On n'est jamais démarché par des banques publiques. Oui. C'est malheureux. Et on n'a aujourd'hui aucun crédit avec aucune banque publique. Alors, M. Mellah, vous avez évoqué les événements extérieurs qui sont venus contrarier un petit peu l'évolution de votre activité, notamment la croissance de votre chiffre d'affaires. Vous avez dit que la rentabilité, elle, n'était pas au même niveau de la croissance du chiffre d'affaires. La dévaluation du dinar y a contribué pour combien ? Vous savez, le dollar, aujourd'hui, les principaux fournisseurs, principaux actifs, et d'intrants pour l'industrie pharmaceutique ont le plus souvent été délocalisés dans des pays comme l'Inde ou la Chine pour des raisons très simples. C'est pour des raisons d'économie d'échelle et des raisons de pollution. Ça pollue. L'Europe s'est débarrassée des unités de principes actifs, etc. Voilà, exactement. Donc, automatiquement, la plupart de nos importations sont en dollars. Le dollar, en moins d'un an, ou en un an, a perdu 47% de sa valeur. Il était à 80%. Il frise aujourd'hui les 108. L'euro est passé de 102. C'est le dinar qui a perdu vis-à-vis du dollar. Hein. Oui, c'est pas le dollar qui a perdu. Exactement. Plutôt, il s'est renchéri. Exactement, il s'est renchéri. La problématique, je comprends qu'il y ait des dévaluations et tout, c'est pas ça la problématique. Il y a deux problématiques. La première problématique, c'est qu'en Algérie, nous n'avons pas la possibilité de faire des achats de devises à terme. Il paraît que ça va venir l'année prochaine. C'est quelque chose qu'on réclame depuis 2002. C'est-à-dire de 13 ans pour prendre une décision. Ils l'ont prise, la décision. Donc finalement, ils se sont rendus compte que c'était bien. Pourquoi a-t-on mis 13 ans ? On peut expliquer à nos amis auditeurs qui peuvent être un peu mal à l'aise avec cela, c'est que c'est une technique qui permet de prévenir les risques de change. Et ça permet à un industriel, à un investisseur de maîtriser ses coûts. L'État ne cesse de dire, et je l'ai dit souvent à nos interlocuteurs, qu'ils avaient besoin de champions. Un champion ne peut pas être champion s'il ne maîtrise pas ses coûts. Et l'achat de devises à terme permet de maîtriser ses coûts. Ça le protège aussi en cas de soumission à des avis d'appel d'offres. On ne pouvait pas. Il paraît que l'année prochaine, on va pouvoir le faire. La deuxième problématique qu'on a avec cette histoire d'évaluation, c'est que nous avons des prix aujourd'hui qui sont figés au niveau du ministère de la Santé sur 5 ans, et certains prix n'ont pas été revus depuis plus de 10 ans. Je vous donne un exemple. Le paracétamol, le prix de cession sortie usine d'un industriel est de 27 dinars. 27 dinars pour des principes actifs avec drogue master file, une assurance qualité, un traitement de l'air, des intrants tous pharma qui doivent être faits sous Vous avez traitement de parlé l'air. quelque part, je crois savoir, de sachets de cacahuètes. Mais exactement. Aujourd'hui, un sachet de cacahuètes est plus... Et on n'arrête pas de saisir le ministère. Il faut que nos autorités comprennent quelque chose. Si certains prix ont été réduits en Algérie, c'est grâce aux fabricants locaux, parce qu'on proposait une alternative. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus de disponibilité de produits, c'est grâce à cette industrie. Si demain on veut réduire l'importation, c'est en se basant sur les investisseurs algériens. Si on serre trop les prix et qu'on empêche les investisseurs d'avoir des retours sur investissement, il y a deux risques. Soit la disparition de l'industrie, soit aller vers une industrie de moindre qualité, comme ça se passe dans certains pays, ce que je ne souhaite pas à l'Algérie. En tout cas, pour notre part, si un jour on voit que la rentabilité nous rend impossible de satisfaire nos exigences de qualité, les produits seront abandonnés. Et aujourd'hui, il y a certains produits qui sont dans cette situation et dans ce risque. Monsieur Mellah. Être abandonné. Ah oui, oui. Monsieur Mellah, on peut terminer en parlant de vous avez évoqué votre programme de développement et un investissement donc de 35 millions de dollars. Mm-hmm. En quoi consiste ce programme de développement ? Alors, ce programme de développement, il consiste en augmenter nos capacités de production, parce qu'aujourd'hui, avec 50 millions d'unités ventes mises sur le marché, vous pouvez imaginer que nous avons besoin d'étendre nos capacités de production, d'autant plus qu'après avoir exporté en Afrique, notre objectif aujourd'hui est d'être un peu plus ambitieux
et d'essayer de pénétrer dans des marchés autrement plus intéressants en termes de volume et de prix, à savoir le marché européen, avec lequel on peut disposer d'avantages compétitifs. Et pour ça, il faut impérativement augmenter nos capacités de production, parce que nous ne pouvons être compétitifs que sur le produit dont on dit qu'ils sont high volume, low value, c'est-à-dire gros volume, faible valeur, parce que sinon nos amis indiens, ils nous explosent. L'intérêt de cette proximité à l'Europe, c'est qu'on permettrait aux étrangers de travailler à stock zéro, ce qui n'est pas possible sur des produits à gros volume avec les Indiens, qui sont les principaux fournisseurs, hein, et également d'être très avantageux en termes de prix, étant donné que le coût de transport vers l'Europe, chez nous, un Europe à l'export, s'il est très cher à l'import, il est beaucoup moins cher à l'export, il est de 150 à 200 euros, parce que les conteneurs repartent vides. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait une unité de gros volume. À côté de ça, on va faire d'autres formes, liquides, pâteuses, pour développer notre gamme. On est également sur une unité de produits d'oncologie, sur laquelle je ne m'étendrai pas trop, parce qu'on va dire c'est encore en phase de discussion. La décision est prise, mais c'est encore en phase de discussion. Et on a également un projet de fabrication de FDG en partenariat. C'est un investissement mérinal avec GE, General Electric. Le FDG, c'est du glucose radioactif qui est indispensable pour pouvoir avoir des PET scans installés en Algérie. À côté de ça, on a 2 projets avec des partenaires qu'aujourd'hui on a à l'importation, un dans le consommable médical et un autre dans les dispositifs médicaux. Alors, Monsieur Mellah, ces investissements, j'ai vu pour préparer cet entretien, un petit peu vos derniers entretiens à la presse, vous dites qu'ils sont bloqués depuis 3-4 ans. Enfin, on voit les entretiens en 2013, 2014, 2015 encore, il y a un mois. Pourquoi ces projets n'arrivent pas à sortir du sol, on va dire? C'est une seule usine ou plusieurs usines? C'est plusieurs usines. Il y a 3 usines où on va aller sur nos gammes, et il y a 2 usines qui seront toujours à nous. Ce n'est pas des JV ou des partenariats, mais sur lesquelles on va travailler avec des partenaires sur lesquels il y aura éventuellement une possibilité également de réexportation. Les blocages, vous avez dit, qui empêchent les usines... Vous avez donc 5 usines, 2 en partenariat? Non, les 40 millions d'euros, c'est juste nos usines. Les autres projets, j'en parle pas. Je refuse de discuter avec des partenaires de projets tant que je ne peux pas leur offrir de visibilité. Aujourd'hui, je n'ai aucune visibilité sur le foncier. Donc le projet existe, mais... on n'est pas en train d'avancer dessus tant que j'ai pas le foncier. Je ne peux pas faire perdre leur temps à des gens sérieux. On confirme, M. Mellah, aujourd'hui que Hassan défend les intérêts de l'administration parce qu'il refuse que vous parliez des blocages. À chaque fois que vous voulez parler des blocages, à chaque fois que vous parlez des blocages, il vous demande de parler de vos investissements. Sur Qadi Hassan, je vais vous dire une chose. J'adore les mathématiques. En fait, j'ai fait médecine, mais en réalité, j'aurais dû faire des mathématiques. Et les chiffres parlent. Aujourd'hui, l'Algérie est passée de la 154e à la 173e place dans le classement Doing Business. Donc, M. Nabil Mellah est peut-être pessimiste et il dit qu'il y a des blocages, mais la Banque mondiale dit qu'on est 163e, pendant que la Tunisie est 74e, le Maroc 75e, le Nigeria, etc. Donc, c'est un fait, c'est pas un avis, une interprétation, il y a des blocages. Et, personnellement, je peux vous le dire pour une raison très simple. Pour débloquer, j'ai écrit à tous les ministres de l'Industrie qui se sont succédés. Jamais eu de réponse. J'ai écrit au Premier ministre. Jamais eu de réponse. J'ai écrit au Président de la République. Jamais eu de réponse. J'ai même publié une lettre ouverte. Il y avait un terrain à côté abandonné sur lequel on avait fait des demandes. On leur a dit louez-nous, vendez-nous, faites ce que vous voulez, laissez-nous investir. Rien. Ensuite, ce terrain a été transformé en parc à conteneurs, création d'emplois, 4 ou 5, et voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de prêter ou de louer, de faire quoi que ce soit, quelqu'un qui veut faire de l'industrie, c'est un parc à conteneurs. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on avait fait une demande à Sidi Abdallah pour un terrain de 5 hectares. On a 3 unités à faire, un centre logistique, c'est quand même, il faut de la surface. On nous a dit non, on n'a pas de terrain, et on a 1 hectare et demi et tout, ça ne nous suffisait pas, la Ghaleb, c'est pas possible. Donc on a abandonné. Après, on apprend que des multinationales ont obtenu 6 hectares. Donc, dans la même zone de Sidi Abdallah. Ouais. D'autres ont obtenu 3 hectares et demi. Vous savez... Alors que je crois que dans l'orientation à Sidi Abdallah, de ce côté-là, Sidi Abdallah, de côté Hamania, on veut faire un pôle biotech et pharmacie. Donc en principe... Le pôle biotech, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire ce que c'est.
Posez la question à qui vous voulez, vous lui dites un vaccin, c'est de la biotech. ce pôle biotech, ils ne savent pas ce que c'est. Vous savez, la biotech, tout le monde en parle, ça fait beau de dire de la biotech, mais c'est énorme, c'est-à-dire qu'il faut comprendre de quoi on parle. Nouvelle génération de molécules. Oui, c'est ce qu'on appelle les biomédicaments, mais vous savez, il y a aussi des impératifs politiques là-dedans, hein, parce que je vais vous donner un exemple d'impératif politique. Il y a des produits qui sont classés par l'Agence européenne du médicament comme produits de biotech et qui, aux États-Unis, sont considérés comme entités chimiques. Le même produit. Et il y a des produits qui sont considérés comme biotech aux États-Unis, considérés comme entités chimiques au niveau de la biotech. Déjà, je vais vous dire, on parle de biotech, il faut faire la biotech. On n'a pas de réglementation biotech aujourd'hui. L'UNOP a organisé une journée sur les biomédicaments justement pour dire l'impératif de la mise en place d'une réglementation, parce que tant qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y aura pas d'investissement. Ensuite, parler de vaccins dans la zone... Je rappelle qu'aujourd'hui, le vaccin est monopole d'État. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est monopole du secteur public, le vaccin, que ce soit l'importation, la distribution. Peut-être qu'ils ont un projet, etc. Je sais que l'Institut Pasteur planche depuis des années sur la fabrication de vaccins en Algérie. Pour l'instant, on n'a encore rien vu. Mais c'est un projet qui date de 10-15 ans. Encore une fois, ça vous reflète l'immobilisme dans lequel on est et l'absolue absence d'importance du temps. L'industrie du biotech n'est pas prête de démarrer en Algérie. Tant qu'il n'y a pas de réglementation, non. Tant qu'il n'y a pas d'amélioration de l'environnement des affaires, non. Tant qu'il n'y a pas de formation, non. Le principal facteur de développement de l'industrie, de n'importe quel secteur, c'est le facteur humain. Est-ce qu'on le veuille ou pas? Ça veut dire que tout est outil aux mains d'êtres humains. Aujourd'hui, il y a énormément... On peut y arriver, hein. C'est-à-dire que moi, je m'interdis de m'interdire quelque chose. On peut aisément y arriver. La richesse de ce pays, c'est sa ressource humaine. Ces jeunes qui aujourd'hui sont motivés, ils ont des problématiques de langage. Ça, c'est pas de leur faute. C'est de la faute de nos dirigeants qui, depuis maintenant 1988, laissent les étudiants faire tout leur cursus en arabe et arriver à la fac en filière scientifique en français. Double impact. Premier impact, c'est qu'ils arrivent à la fac, c'est une schizophrénie linguistique. Deuxième impact, c'est qu'on augmente la fracture sociale. Parce que qui est celui qui va le mieux réussir dans des études en français? C'est votre fils, c'est le fils d'un médecin, c'est le fils d'un docteur, c'est le fils de quelqu'un qui a eu affaire au français dans sa jeunesse. Et celui qui va avoir le plus de problèmes avec le langage, c'est le fils de Fellah, de ceci. Et ça, c'est un énorme facteur de fracture sociale supplémentaire. Donc, on en est assez loin. Oui. Revenons à la problématique. Revenons à la problématique du terrain, parce que je suis pas certain qu'on ait bien compris. Et je crois que vous avez des choses importantes à dire là-dessus. Vous êtes demandeur de 3 terrains, puisque vous voulez construire 3 usines. Non, c'est le même terrain. Je vais vous dire. Nous, c'est très simple. On a déposé partout. Je vais déposer à une condition près. À une condition. Non, à Calpiref, etc. Attendez. Vous avez la première problématique qui fait, parce que vous savez, la bureaucratie, c'est un symptôme. Ce n'est pas une cause. Il ne faut pas l'oublier. Nous, on dit que la cause, c'est la bureaucratie, mais la bureaucratie, en réalité, c'est un symptôme. Même si ensuite, ce symptôme est la cause d'autre chose. C'est le symptôme de quoi? C'est le symptôme d'une énorme absence et d'énormes vides juridiques. Ces énormes vides juridiques retardent la prise de décision. Un administrateur, un cadre, s'il n'a pas de test juridique, il va avoir peur de prendre une décision. Qui dit peur, il va approximation, hésitation, temps, commission, comité. Dès que j'entends comité, j'ai mal à la tête. La deuxième cause de la bureaucratie, c'est également le fait qu'il n'y ait absolument aucune stabilité. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a un énorme problème en stabilité réglementaire, stabilité juridique. Et je vous donne un exemple. Par rapport au foncier. On a eu un accord pour un terrain à Bouinen, ville nouvelle de Bouinen. On avait comme interlocuteur le ministère de l'Environnement. Hop, changement. Ministère de l'Environnement, il va à l'habitat. Refait tout avec le ministère de l'Habitat. Et c'est pas évident, l'administration. Vous écrivez, on vous répond pas, on vous truc, etc. Et ils répondent pas. Moi, je vais vous dire, je dois avoir moins d'1% de réponse sur tous les courriers que je fais. Et l'industrie pharmaceutique m'a éduqué. Parce que dans l'industrie pharmaceutique, on dit tout ce qui n'est pas écrit est une rumeur. Donc, je fais tout par des écrits. Et donc, j'ai plein d'écrits qui restent sans réponse. Ensuite, après l'habitat, c'est passé... Après, c'est passé à qui? À l'industrie. Après l'industrie, ça repasse au Wali. Et à chaque fois... vous perdez du temps et les gens, vous savez, que les gens, ils n'ont pas envie de vous bloquer, hein, nos interlocuteurs sur c'est pas le but de vous bloquer, mais
Donc, à l'étape actuelle, donc c'est passé au niveau des Wali, mais ça fait pas très longtemps ça. Oui, tout à fait. Donc maintenant, il faut s'adresser aux Wali pour demander. Et vous l'avez fait ça, c'est-à-dire vous avez refait la démarche. À chaque fois on fait. À chaque fois vous faites la démarche. On fait, on attend. Moi, je suis quand même tenté de prendre un peu ce récit un peu à rebrousse-poil. En dépit de tous ces blocages, etc., bon, Mérinal s'est beaucoup développé ces dernières années. Et au-delà de Mérinal, votre secteur, celui de la production pharmaceutique, s'est également développé tant et si bien qu'aujourd'hui, il est cité comme un des secteurs qui peut tracer la voie aux autres secteurs d'activité, notamment dans la substitution de l'importation, mais aussi dans l'exportation. À quoi vous expliquez ce relatif succès du secteur, en dépit de ce que vous avez décrit? Le succès du secteur, moi je vous le dis et je l'affirme et je suis fier de l'affirmer, est dû en grande partie à une association professionnelle qui s'est beaucoup bougée, à savoir l'UNOP, et qui n'a jamais été dans... on va dire la flatterie et la flagornerie, mais qui a toujours posé les problèmes, défendu becs et ongles ses positions, qui, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ont fini toujours par être mises en place. Ça veut dire qu'au final, on a un peu raison. À quoi il est dû? On peut citer des exemples je vais vous donner de revendications qui ont fini par... Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple sur lequel on s'est battu, ça a été cette interdiction d'importation des produits interdiction d'importation des produits fabriqués localement. En fait, en réalité, on fait ce que font les autres pays, sauf qu'on le fait un peu plus brutalement. Les autres pays, pour le faire, ils sortent des éléments normatifs, des agences, du médicament, des FDA et tout, pour protéger leur marché. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres de l'OMC et qu'ils ne peuvent pas le faire de façon frontale. N'étant pas membre de l'OMC, et le principe de l'OMC et des discussions avec l'OMC étant on n'est d'accord sur rien tant qu'on n'est pas d'accord sur tout, nous avions dit à nos autorités, mettez-le en place, et le jour où vous adhérez, vous négocierez pour obtenir d'autres choses, la suppression. Il nous a fallu plusieurs années pour les convaincre. Donc, nous avons poussé ça à tel point qu'à un moment, il y a même un journaliste qui m'a regardé et m'a dit, Monsieur Millah, ça fait des années que vous dites ça, ils ne le font pas, comme ça, il m'a dit, non, nous, on est dans notre rôle, nous, on aboie. Le jour où ils nous écouteront, ils nous écouteront. Je vous donne un autre exemple, l'application du tarif de référence. Le tarif de référence, c'était pas normal. Depuis le tarif de référence, la sécurité sociale rembourse à hauteur du générique. Et donc, même si un produit à 1000 dinars et que le tarif de référence est à 200 dinars, la sécurité sociale rembourse 200 dinars. C'est un petit peu ça le tarif de référence. Donc, troisième élément du succès que vous allez citer. Le facteur humain, encore une fois. Vous savez, on est dans un secteur où vous ne pouvez pas vous improviser dans le pharmaceutique. Il faut un minimum de bagages, il faut un minimum de connaissances, de compétences. Je ne parle pas des chefs d'entreprise, mais également les chefs. Je parle des équipes dirigeantes. Et vous avez un deuxième facteur, c'est un facteur où vous pouvez vous développer sans le marché public. En ayant une concurrence sur le terrain. Alors, on est un carrefour dans le développement du secteur industriel. Est-ce que vous pensez qu'on doit, pour les producteurs en Algérie, continuer à essayer de récupérer des parts de marché sur le marché domestique, ou est-ce que le moment est venu peut-être de songer à exporter, parce qu'il y a une problématique d'exportation qui devient prégnante? L'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes exportateur? Oui, nous sommes exportateurs. Vous exportez depuis 2007, on exporte des médicaments. Nos médicaments. En Afrique, exactement. Je suis d'accord. Il faut, depuis le début, nous défendons l'idée que l'Algérie a les moyens de se positionner comme pôle pour l'Afrique, que ce soit pour nos propres produits ou même en collaboration avec les multinationales pour leurs produits et pour exporter leurs produits à partir d'Algérie. Sauf que vous ne pouvez pas développer l'export si vous n'êtes pas fort dans votre pays. C'est-à-dire que vous avez besoin d'investissement, de moyens financiers. L'industrie pharmaceutique à l'export, c'est compliqué. Vous mettez 2 ans, 3 ans à enregistrer un produit. Vous devez être présent, rémunérer des gens pour qu'ils vous fassent ça, etc. Donc, moi, je suis contre l'idée de dire c'est soit la substitution à l'importation, soit le développement de l'export. C'est les deux. C'est obligatoirement les deux. Parce que vous allez exporter un produit que vous ne commercialisez pas chez vous, en dehors de certaines vraiment niches où c'est possible. Dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique, vous avez besoin d'argent, de puissance financière, et vous la tirez de chez vous, avant tout de votre marché local. Aujourd'hui, le principal frein à l'export, c'est encore une fois, je vais faire plaisir à notre ami,
c'est l'administration. Mais c'est l'enfer d'exporter en Algérie. Chaque jour, on reçoit des courriers. Vous n'avez pas rapatrié 200 €. Vous n'avez pas fait ceci. Les gens de la Banque centrale, ça les gonfle de faire ça. On peut rappeler aux auditeurs que c'est soumis à une sanction pénale de ne pas rapatrier les Je vais vous dire une chose. Une fois, on a reçu quelqu'un qui m'a rappelé que c'était soumis à sanction pénale. J'ai explosé de rire. Je lui dis, vous savez, aujourd'hui, du jour au lendemain, je peux me retrouver en prison. Si demain, je recrute quelqu'un sans passer par l'ANEM, on passe devant le procureur. Si vous rapatriez pas vos fonds, vous êtes escroqué, vous passez devant. Pourquoi ? Nous sommes coupables jusqu'à preuve du contraire. Parce que cette histoire de non-rapatriement, c'est quoi ? C'est en fait que l'arrière-pensée, c'est « تفاهمت معاك يخلصك ailleurs » ou « ما جبتش دراهم هنا donc راك تهرب ». C'est ça l'arrière-pensée. C'est pas « je suis tombé sur un escroc ». Ou il y a des mécanismes qui permettent de nous couvrir, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est qu'aujourd'hui, si vous couvrez vos opérations d'exportation par Algex, par la CAGEX, vous êtes, on va dire, protégé de ce type de problématique. C'est l'assurance. Mais l'export, je vais vous donner un exemple de décisions qui sont... je vais vous dire, on peut schématiser ça, ils ont une fuite d'eau. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment le robinet d'eau. C'est vrai que vous n'avez plus de fuite d'eau, mais vous avez plein d'autres problèmes qui vont découler de l'absence d'eau. Je vous donne un exemple par rapport à l'export. Aujourd'hui, quand on rémunère notre promotion, nos efforts marketing dans les pays où nous exportons, nous sommes soumis à la taxe de 27%. Cette taxe a été mise en place pourquoi ? L'État s'est rendu compte que des entreprises étrangères qui opéraient en Algérie, pour faire sortir leurs devises, faisaient des services de 10 millions, 20 millions de dollars et transféraient l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Taxe ici. Déjà, tu payes 27% si tu transfères. Je peux le comprendre. Sauf que moi, quand je paye ma société prestatrice de promotion ou de marketing et que je dois payer 27%, moi, je suis en train d'exporter. Nous avons fait la proposition à nos pouvoirs publics, on leur a dit, pour les sociétés exportatrices, exemptez-les de cette taxe à hauteur de 10% de leur chiffre d'affaires, de 15% de leur chiffre d'affaires. Parce que ces 27% qu'on verse au Trésor, peut-être que si on les investissait sur les terrains des pays où on exporterait plus. Non. Pourquoi ? C'est la malédiction du pétrole. Ils s'en foutent. D'accord. Monsieur Mellah, vous connaissez bien le secteur, vous êtes bien placé pour le connaître. Il y a des objectifs qui sont ambitieux, disons, qui sont formulés par les pouvoirs publics, qui disent on va arriver à 60%, à 70%, disons, des besoins nationaux en production locale. Vous y croyez, vous, à la réalisation de ces objectifs-là ? On est en route pour le faire ? Une question annexe, il y a... les statistiques douanières nous disent que les importations baissent de 30%. C'est dû à quoi ? C'est dû à l'augmentation de la production nationale ? Non. Alors, je commence par quoi ? Je commence par la réduction des importations, ensuite je vous parle des 70%. La réduction des importations, alors déjà, je vais vous dire que c'est déjà une explication de l'état de déliquescence dans lequel on est. Je suis désolé. On ne peut pas dire... Voilà, les importations ont reculé de X millions, en poids, en euros, en dollars, etc. On a besoin de plus d'analyse. Normalement, ça a diminué. Voilà les positions qui ont diminué. Voilà les classes thérapeutiques qui ont diminué. On doit analyser ça. Deuxièmement, ça a été réduit. Pourquoi ? Vous êtes dans l'économie, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a eu une grosse perte de valeur du dollar versus l'euro. 60 à 70% de nos importations se font en euros. 1 milliard d'euros de 2014, c'était 1 milliard 350 millions de dollars. 1 milliard d'euros de 2015, c'est 1 milliard 80 millions de dollars. Il y a 23%. C'est un effet de change. Hein. Donc, c'est un effet de non, change. sur les 25-28%, la plus grosse partie, c'est un effet de change. Premier élément. Deuxième élément, il y a eu de grosses négociations de prix. Il y a des prix qui ont été revus à la baisse. En sachant que ces prix qui ont été revus à la baisse, ils auraient pu les baisser plus tôt. Sauf que comme ils avaient une insuffisance de moyens humains et matériels pour traiter les réenregistrements, et on négocie les prix au réenregistrement, il y a des réenregistrements qui ont traîné pendant 10 ans. Et donc, ils n'ont pas renégocié les prix pendant 10 ans. Eh oui, c'est dramatique. Oui, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Troisième élément, c'est qu'on a eu la liste des produits interdits à l'importation qui a été allongée. Quatrième élément, on a eu également quelques ruptures sur le marché en début d'année. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des médicaments qui ont manqué en début d'année et ce sont des pénuries et non pas des problèmes de distribution. Ces pénuries, vous savez,
on a un triangle de la qualité à Mérinal dans lequel on distingue le comportement négatif du comportement positif. Le comportement négatif, il commence par quoi? C'est 3 verbes, c'est que des verbes. Hein. On pourra arriver à 60, 65%, peut-être même 70%. En revanche, si la biotech, qui représente aujourd'hui 20% du marché mondial, touche aux 40% du marché mondial, ça va être plus dur. Pourquoi? Parce que l'Algérie a signé les accords de propriété intellectuelle. Donc, les génériques qui vont sortir, on ne pourra pas les génériquer parce que protégés d'un point de vue propriété intellectuelle. Et 2, la technologie de la biotech est beaucoup moins accessible que le reste de la technologie. Mais on va dire qu'on peut beaucoup s'en rapprocher théoriquement. Théoriquement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Pratiquement, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Avec l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est complètement impossible. Il y a un chantier à faire. Il y a un chantier global que subissent tous les investisseurs et un chantier spécifique de l'industrie pharmaceutique, en sachant que nous, si vous parlez de bureaucratie, on le subit plus, parce qu'on a beaucoup plus à faire à l'administration que n'importe quel secteur. Nous, on ne peut rien faire dans le médicament. Changer un étui, il nous faut l'accord de l'administration. Changer une phrase dans une notice, il nous faut l'accord de l'administration. Donc, nous sommes beaucoup plus soumis au risque de bureaucratie que n'importe quel autre secteur. On espérait consacrer un peu plus de temps à ce volet-là, mais on va être obligé de le survoler parce que nous sommes en train d'arriver à la fin de cet entretien. Monsieur Mellah, vous êtes quand même un chef d'entreprise un peu différent de ce que nous côtoyons, Hassan et moi, sur la scène de l'entrepreneuriat en Algérie. Vous avez démissionné du Forum des chefs d'entreprise. Vous avez porté le point de vue de l'UNOP dans un style enflammé où à chaque fois vous posiez les problèmes sans fioriture. Est-ce que c'est vraiment payant que ce style, monsieur Mellah? Je vais vous dire une chose. Maintenant, d'un point de vue personnel, est-ce que c'est payant? Non. Vous savez, si je me mettais à faire comme tout le monde, à caresser dans le sens du poil et dire vous êtes beau, vous êtes gentil, je pense que j'aurais beaucoup moins de problèmes. J'ai même vécu une situation où un secrétaire général d'un ministère m'a dit vous êtes bloqué à cause de la télé, de la presse et de la radio. C'est clair que d'un point de vue personnel et pour l'entreprise, c'est pas bien. En revanche, je vais vous dire une chose. J'ai le soutien des 650 mérinaliens et qui sont très fiers chaque fois que je dis les vérités que je les dise. C'est beaucoup plus important pour moi qu'autre chose. Donc, c'est plus compliqué. En revanche, pour le secteur, je pense que c'est ma vision. Vous savez, votre ami, c'est pas celui qui vous flatte et qui vous dit que vous êtes beau, vous êtes intelligent. Votre ami, c'est celui, quand il voit que vous rentrez dans un mur, il vous interpelle, il vous crie dessus, et au bout d'un moment, il vous pousse, il vous bouscule. À ce jour, toutes les prises de position véhémentes que j'ai pu avoir, dans les 2, 3, 4 ans, les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il fallait le faire et ils l'ont fait. Je peux vous citer plein d'exemples où ils ont fait des bêtises. La lettre de crédit. Avant, c'était bien. Il fallait interdit de dire que c'est pas bien. Quand je disais que c'était pas bien, on me disait Nabil, tu vas avoir des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est pas bien. L'histoire des ventes aux enchères du foncier. Je disais que c'est pas bien. Aujourd'hui, tout le monde. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est Diderot qui disait qu'on boit beaucoup plus à pleine gorgée la flatterie qui nous vient, mais à petite bouche, les critiques. On est dans un rôle critique. Ensuite, si vous m'avez parlé du fait que j'ai démissionné du FCE, je suis rentré dans le FCE par entrisme. J'ai dit, je vais rentrer... Ça, c'est une attitude politique, oui. Oui, par entrisme. Je me suis dit, j'ai trouvé que le FCE, toujours pas assez poignant. Il faut arrêter de dire... c'est-à-dire que quand vous les entendez parler, c'est jamais la faute des ministres. C'est toujours la faute des N-1 ministres. Vous savez, premier responsable. Madame Haddad, qui est vice-présidente du FCE, nous a dit un peu la même chose il y a 15 jours. Justement, je l'ai entendu. Je vais vous dire, quand on dit de quelqu'un qu'il est le premier responsable, Mas'oul Sami, en arabe, kullu ma samat al-mas'ouliya, samat al-mas'ouliya. Premier responsable. Vous savez, à Mérinal, quand tout va bien, c'est grâce à eux. Quand il y a un problème qui ne va pas bien, c'est à cause de moi. Parce que je suis le directeur général. Donc le FCE, je suis rentré pour faire de l'entrisme, pour essayer un peu de les bousculer pour qu'on soit un peu plus... Ensuite, à un moment, j'ai constaté que mon entrisme risquait de se transformer en aplaventrisme. À ce moment-là, j'ai décidé de quitter ce forum des chefs d'entreprise. Vous trouvez que le forum des chefs d'entreprise est aplaventriste? Vous savez, j'aurais proposé quand ils ont instauré la lettre de crédit, vous savez, moi, quand ils ont... La lettre de crédit, je me rappelle que M. Reda Ahmiani, le président, avait critiqué, et ça lui avait coûté. Hein. Oui, non, mais j'avais proposé une forme. Vous savez, c'est pas bien. Oui, parfois, il faut aller un peu plus loin. Quand ils avaient positionné la lettre de crédit, nous, on avait passé la période difficile. C'est-à-dire que nous, ça ne nous dérangeait pas beaucoup. On avait de bonnes relations avec les banques et tout, sauf que j'ai vu des chefs d'entreprise pleurer dans des banques. Pleurer. Des types de 50 ans, ils pleuraient à chaudes larmes, vous voyez. J'avais proposé au FCE d'avoir une attitude un peu plus forte
ça veut dire, j'aurais proposé une chose. J'aurais dit, vous voulez pas faire grève, vous voulez pas, il n'y a pas de problème, on fait pas grève. Venez, je vous propose une méthode de désapprobation. On fait une grève du dépôt du G50. Ou alors on dépose le G50 et personne ne signe le chèque. Allez, en signe de protestation. Mais à un moment, il faut qu'on les bouscule. C'est notre pays. Écoutez, l'intérêt de l'Algérie, il est plus important que l'intérêt de la désobéissance des entreprises. civique, ce que vous proposez là. Ah, mais on a un devoir de désobéissance civique lorsque on emmène le pays droit dans le mur. La lettre de crédit, c'était catastrophique. Aujourd'hui, tout le monde dit, à l'époque, il fallait pas le dire. Il faut dire les choses. Vous avez certaines mesures qui ont été mises en place. Je vais vous donner un autre exemple. Cette histoire de réduire, diviser par 2 les capacités de financement des banques, parce qu'ils ont dit que c'était une fois les fonds propres. D'un point de vue macroéconomique, moi je suis ni économiste ni rien, je suis un moudjahid du terrain. Moudjahid, le mot il est dangereux maintenant. Moudjahid au sens, on va dire, large, au sens premier. Quand vous dites ça à une banque, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, peut-être qu'ils ont raison, qu'elles ont de trop faire. Le plus important, c'est pas d'atteindre le sommet, mais la façon dont vous gravissez la montagne. Avec dignité, honneur, etc. Je fais partie de ceux pour lesquels je ne suis pas prêt à tout pour arriver à mes résultats. Le jour où nos valeurs à Mérina nous empêcheront de réaliser nos investissements, notre travail, nous arrêterons de travailler. C'est peut-être une position jusqu'au boutiste ou extrémiste. Vous risquez de avoir le extrémiste. soutien des 650 mérinaliens. Oui, non, je veux vous garantir, je vais vous dire, c'est ma plus belle fierté. Je vais vous dire une chose. On n'arrête pas d'entendre les gens critiquer les Algériens, ils disent ils travaillent pas et ceci. Je vais vous dire une chose. Je n'échangerai pas les 650 collaborateurs de Mérinal contre 650 collaborateurs de n'importe quel pays. Les Algériens, quand ils sont respectés, quand on leur donne les moyens de travailler, j'ai vécu des choses. Est-ce que vous pouvez imaginer, on a parlé de la lettre de crédit, est-ce que vous pouvez imaginer qu'au moment de la lettre de crédit, j'avais fait une interview dans la presse où j'avais dit que les entreprises allaient être en difficulté. Le lendemain, après la publication de l'interview, le président du comité d'entreprise, qui représente les salariés, est venu me voir à mon bureau. Il m'a dit, Nabil, on s'est réunis et si Mérinal passe par une période difficile, on est prêt à réduire nos salaires. Vous le voyez ça à l'étranger? J'aurais dû vous inviter un peu plus tôt à Vous imaginez? Eh ben, je lui ai dit, j'ai rigolé. Je lui ai dit, non, alhamdoulilah et tout, mais ça, vous le voyez ailleurs. En revanche, il y a une crise de valeur, il y a une crise d'exemplarité. Il faut qu'aujourd'hui, le travail, l'abnégation, le sérieux soient les exemples pour ce pays et non pas la flagornerie. Alors, on va finir cet entretien, c'était très dense. Hassan, je pense qu'on a un peu fait le tour. On va réinviter monsieur Mellah parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Vous n'avez jamais songé à faire une carrière en politique, monsieur Mellah? Je ne suis pas assez sérieux pour ça et je ne suis pas assez politique pour faire de la politique. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi démissionné. Je ne voulais pas être président de l'UNOP. J'aurais dit, écoutez, je suis trop direct. Je ne suis pas assez politique, il ne faut pas que je sois président. Les membres du bureau ont insisté pour que je sois président. Et j'ai démissionné après 1 an et demi parce que je leur ai dit, je ne veux pas que Mérinal subisse les sorties de Nabil Mellah, c'est ma responsabilité avec mes collègues qui me soutiennent, vous le garantis. Mais l'UNOP n'avait pas à subir ma liberté de ton et donc je leur ai dit, je démissionne pour ne pas handicaper l'UNOP par rapport à mes sorties et parfois un peu provocatrices. Pessimiste, optimiste? Vous savez, il y a un dicton qui dit, enfin c'est un philosophe navigateur qui a dit, le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste est sûr que le vent va tourner, le réaliste ajuste ses voiles. Je suis réaliste et pour démarrer un projet d'investissement... C'est prendre le même cap que Haddad dans ce moment. Hein. Dieu m'en préserve. Si vous voulez, en 99, pour se lancer dans l'industrie pharmaceutique avec un crédit de 2 millions de dollars, je peux vous garantir qu'il faut être optimiste. En revanche, aujourd'hui, j'adorerais qu'on me donne des raisons d'être optimiste. J'adorerais. Vous savez, ce peuple crève d'envie d'être fier de son pays. Vous le voyez quand? Vous le voyez quand il y a un match de foot. Vous vous rappelez Algérie-Égypte? Ce peuple, il crève d'envie d'être fier de son pays. Malheureusement, quand vous voyez économiquement, politiquement, diplomatiquement, industriellement, culturellement, ce peuple est frustré. Il a très peu de raisons d'être fier en dehors de son histoire. Mais il a envie, a raison, d'être fier de son présent. Quand je dis ce peuple, en réalité, c'est de moi aussi que je parle. Absolument. Merci beaucoup, Nabil Mellah. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci. Merci.